Qui suis-je? Je suis en fait un entrepreneur. J'ai créé 15 entreprises dans ma vie, des petites, des moyennes, des internationales. Et pour ceux qui s'en souviennent, le tsunami de Renault Villevorde, ça veut dire 3100 personnes mises à la porte le jour au lendemain. C'est moi qui ai repris cette usine. J'ai créé des centaines d'emplois en 28 mois. C'était un challenge. Donc j'adore les challenges et l'entrepreneuriat me parle tous les jours. Alors, j'ai quitté mes rôles de CEO de plusieurs entreprises il y a une douzaine d'années pour me consacrer à ce que je vais faire ce soir avec vous, puisque depuis l'année 1990, alors que j'avais fait énormément de développement personnel, j'ai rencontré Jacques Fradin, qui est un médecin, chercheur, qui se passionnait pour les travaux d'Henri Laborie. Et à l'époque, ça a fait tilt en moi. Je me suis dit, tiens, entre les sciences humaines et les sciences dures, il y a des liens, parce que toujours on a fait la différence, les uns voyaient les autres, oh, ils connaissent rien, et puis les troisièmes ne sont pas sensibles. Et puis en fait, tout ça peut se marier aujourd'hui. Et donc, depuis 1990, j'ai largement financé à peu près 85 années de recherche en neurosciences, en biologie, en comportementalisme, en cognitivisme et en éthologie. Et donc, on va en très peu de temps, on m'a demandé de raccourcir le tout, mais je suis encore là avec vous, ceux qui veulent me poser des questions par après, à vous donner une idée de ce que c'est que rebondir. Parce qu'avec Renault Villevorde, j'ai rebondi forcément en très peu de temps. Et on va le faire à travers la connaissance du cerveau. Comment ça fonctionne aujourd'hui? On ne connaissait rien de tout ça il y a à peine 30 ans, puisque les neurosciences ne permettaient pas, on n'avait pas les techniques pour voir ce qui se passait dans le cerveau. Et donc aujourd'hui, j'accompagne énormément d'entreprises dans ce développement, de façon à dévoiler ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être. Le savoir-faire, bon, on l'apprend à l'école, on l'apprend sur le terrain, mais le savoir-être, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on a beau avoir des diplômes, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui savent se tenir, qui savent travailler ensemble, qui savent vivre ensemble. Donc la notion de savoir-être devient aujourd'hui capitale. Alors, en deux mots, nous sommes dans un monde VUCA, volatile, ambigu, incertain et complexe. Il faut savoir que ça va à une vitesse qu'on n'imagine pas. La complexité du monde, les connaissances mondiales se multiplient par 2 tous les 7 ans. Donc pensez à la vie de vos petits-enfants, parce que 2 fois 2 fois 2, ça va très vite. Est-ce que nous sommes équipés pour aborder cette complexité du monde à venir? On le voit aujourd'hui, il faut absolument changer notre façon de voir, d'aborder les choses, et la complexité entraîne, c'est un des grands paradigmes de notre monde d'aujourd'hui. Sommes-nous équipés, notre cerveau, pour aborder la complexité? Et je vais vous dire oui. Et ça, c'est le bonheur, c'est ce qu'on va découvrir petit à petit. Alors, la complexité entraîne un deuxième grand paradigme dans nos organisations, c'est que plus il y a de complexité, plus on doit travailler, on est interdépendant. Il n'y a plus personne qui a le savoir-faire de tout. Donc, on doit travailler ensemble, en intelligence collective, en coopération, en co-construction. Donc, libérer la parole dans les entreprises. Moi, j'accompagne énormément les entreprises libérées, puisque je l'ai fait moi-même il y a 20 ans sans m'en rendre compte. Donc, très important d'aborder cette notion d'interdépendance. Et le troisième élément, le troisième grand paradigme qui touche les générations, c'est la notion d'individuation. Ce mot qui était cher à Teilhard de Chardin, c'est le besoin aujourd'hui de donner du sens à sa vie, de donner des perspectives. C'est quoi qui aujourd'hui me motive, me fait lever le matin, et on voit, c'est pas pour rien que de plus en plus on voit des gens changer de carrière à 35, 30 ans, 40 ans, 45 ans, et tout cela on va le découvrir, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est pour ça que je vous montre une coupe du cerveau, l'avant et l'arrière. Alors, un cerveau humain, 350 grammes chez l'enfant, 1 kilo à peu près vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, et 1,4 kg chez les pointures. 1,4 kg dans lesquels nous avons 100 milliards de neurones. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 milliards de neurones, et chaque neurone est relié en moyenne à 10 000 autres neurones. Donc nous avons tous 1 million de milliards de connexions dans notre cerveau. C'est colossal. Qu'est-ce qui s'y passe? Et comment est-ce qu'on décide? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pourquoi des boules rouges? C'est parce qu'on sait aujourd'hui que notre cerveau prend grosso modo à peu près 5 à 6 000 décisions par jour face à des situations qui se présentent à nous.
Vous arrêtez au feu rouge, vous démarrez au feu vert, vous avez pris deux décisions tout à fait automatiques. Mais dans un monde complexe, on est amené à prendre des décisions alors qu'on est dans l'inconnu, dans la non-maîtrise. Et ces quatre boules de couleurs, c'est en fait les quatre pilotes que nous avons dans le cerveau. Nous avons, donc, prenons des décisions à travers ces quatre pilotes, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui prend la relève. Et donc, pour rebondir, on va découvrir ce qui se passe dans ces quatre gouvernances. La plus ancienne, que tout le monde connaît, qu'on appelle souvent le reptilien, l'hypothalamus, il a simplement deux fonctions basiques, c'est assurer la vie et assurer la survie. Et la survie, c'est face au danger physiologique, face au danger de mort. C'est une réaction tout à fait naturelle que toute créature a, du serpent jusqu'à nous, et c'est ce qui explique au fond le stress. Le stress qui nous permet de sauver notre vie. Alors, on va voir un aspect du stress, tout à l'heure, on va voir l'autre aspect du stress qui est beaucoup plus dommageable. Celui-ci est utile parce que face au danger, vous sortez de votre calme pour directement, avec une bonne dose d'adrénaline et de dopamine, de sauver votre peau, soit en fuyant, soit en luttant, soit en simulant. Voilà ce que font tous les animaux, voilà ce que nous faisons lorsqu'on traverse la rue et qu'on voit un camion arriver à toute vitesse, il y a intérêt à fuir. Donc ça fait partie naturelle de notre existence. Alors, la deuxième partie, là tout en bas, c'est pour se donner confiance. Alors, comment ça se passe? C'est le paléolithique qui est né avec les premiers mammifères, qui a pour but, en fait, et c'est ce qui se passe dans le règne animal, il y a une forme d'hiérarchie. Il y a les dominants, il y a les plus soumis, et ça fonctionne bien dans le monde animal, puisque ça permet à chaque animal de trouver sa position grégaire dans le troupeau, dans la meute. Chez l'humain, c'est une partie du cerveau qui se développe essentiellement biologiquement dans les 10 premières années de la vie et qui forme la notion de confiance en soi. Et lorsqu'on éduque des enfants, c'est capital de savoir mettre des limites, de mettre des structures, parce qu'un enfant, cette partie du cerveau qui est totalement inconscient, va capter en fait son environnement. Et que font les enfants? Ils essaient. Ils vont voir jusqu'où vous allez accepter leur truc. C'est pour ça qu'il faut de temps à autre mettre des structures de manière à ce qu'ils ne deviennent pas des dominants, ni des soumis qui s'écrasent. Et donc c'est une notion d'assertivité qu'on peut présenter ici. L'excès de confiance en soi, dans le sens peut entraîner de la, si vous voulez, un peu les notions de jeu de pouvoir, de culpabilisation de l'autre, ce qu'on appelle un peu la dominance, la manipulation. Comment on gère tout ça? On a travaillé sur tous ces aspects, c'est pas vraiment le thème de la soirée, mais la notion de confiance en soi est très importante pour rebondir. Et rebondir, retrouver sa confiance en soi, c'est aussi tout un aspect qu'on peut développer assez rapidement avec certains types d'exercices. Je vais passer tout de suite, alors là, c'est juste un exemple, et vous allez faire le travail, c'est un tout petit exercice que je vous fais, comment créer la confiance en soi. Vous êtes avec cet enfant, il a 6 ans. Spontanément, que deviez-vous à cet enfant qui apprend à compter? Alors, la réponse est assez simple. Regardez, vous avez deux secondes pour trouver la réponse. Voilà. Qu'est-ce que vous lui diriez spontanément à cet enfant? Bah, en général, on dit il y a une faute, il y a une erreur. Alors que si vous lui dites à l'enfant, tu as 3 bonnes réponses, tout change dans son corps. Vous lui redonnez confiance en lui. Il va chercher la réponse qui est erronée. Alors qu'on a une tendance à tomber tout de suite. Il y a une erreur, il y a une faute. Et on fait ça au boulot aussi. Et c'est pas comme ça qu'on fait grandir les gens. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on dit il y a une faute, il y a une erreur, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté dans son vieux mode limbique. On a observé une erreur, on n'a pas du tout pensé à l'autre. Et dans le boulot, dans le travail, c'est comme ça qu'on fait grandir nos collaborateurs. Lorsqu'ils viennent avec des problèmes, on voit une erreur, tiens, leur poser des questions grandes. Vous allez voir ce que ça fait dans le cortex préfrontal tout à l'heure. Et donc, c'est une autre façon de voir les choses. Parce que voir qu'il y a une erreur là, c'est quand même pas très compliqué. Par contre, changer de regard sur l'enfant, changer de regard sur le collaborateur,
c'est une toute autre dimension qui va apporter de la richesse, qui va apporter du savoir-vivre ensemble. On va passer au mode limbique, troisième dimension du cerveau. Alors, il prend beaucoup de place dans notre cerveau. Le mode limbique, c'est quoi? C'est le stockage de nos connaissances, de nos savoirs, de nos compétences, de nos apprentissages. C'est ça qui nous fait appel des milliers de fois par jour pour prendre des décisions rapides, efficaces. On s'arrête au feu rouge, on démarre au feu vert. Si je suis comptable, actif, passif, débit, crédit, je ne dois même plus réfléchir. Ça fait partie de moi et là je suis excellent. Et cette partie, ce disque dur, mais bien sûr, il y a aussi dans ce disque dur nos fausses croyances, nos idées, nos préjugés. On va voir les souffrances que ça apporte tout à l'heure, les bugs dont on peut se débarrasser avec quelques exercices. Et donc, je vais parler essentiellement aussi des motivations. Oui, rebondir, c'est aussi être motivé. Lorsqu'on n'est pas motivé pour quelque chose, on n'a pas le besoin de rebondir. Et les neurosciences, l'approche biologique des choses, nous apporte des indications intéressantes que je vais vous faire découvrir. Alors, les motivations, on en a tous. Si vous revenez un soir du bureau avec une journée épouvantable, plein de problèmes, qu'est-ce qui vous ressource profondément? Il y en a un qui va dire, j'enfile mes baskets et je fais 10 km et j'essaie de dépasser mes limites. Un deuxième va vous dire, moi, je prends un bain mousse. Un troisième va vous dire, je me plonge dans un roman. Un quatrième va aller dans son garage pour bricoler. Un cinquième va dire, ce soir, c'est moi qui fais la cuisine, parce que j'adore ça. Donc, qu'est-ce qui nous ressource? Et là, on touche aux motivations profondes, les motivations intrinsèques qui se forment dans le cerveau. Dans la première année de la vie du nourrisson, je ne vais pas expliquer le mécanisme, c'est ce qu'on appelle le darwinisme neural. Et en fait, ça nous permet aujourd'hui de découvrir nos vraies motivations. À côté de ça, nous avons ce qu'on appelle des motivations extrinsèques, des motivations qui nous sont apportées par la culture. Parce que je fais ce qu'on m'a dit, c'est bien d'être ceci, c'est bien d'être cela. Ce sont des moteurs dans la vie, mais ce sont aussi parfois des freins dont on doit se débarrasser. Et en dernier lieu, c'est ce qu'on appelle l'hyper-investissement émotionnel, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, les motivations durables, spontanées, qu'on a naturellement, qu'on garde jusqu'à 120 ans, qui sont un vrai trésor de plaisir, de motivation, essayez de les redécouvrir en vous. On le voit chez les enfants. Il y a un moyen aujourd'hui de faire la distinction entre ces motivations profondes et en général, c'est un geyser. Et ça veut dire quoi? Ce sont des choses qu'on adore faire et l'échec ne nous fait pas peur du tout, que du contraire. On est persévérant, on aime faire les choses. Et lorsqu'on a un échec, c'est pas grave, on recommence, on trouve tout le temps du plaisir. Essayez de penser à ce qui vous fait plaisir, quel que soit le résultat. On n'a pas besoin de reconnaissance, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vous encourage. Non, ça fait partie de vous. Et chacun a des motivations profondes en lui. Parfois on les a étouffées. Les redécouvrir permet parfois de changer de métier, de changer de vie, de voir les choses autrement. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle les motivations conditionnelles. Motivations extrinsèques. Motivations qui nous viennent, en fait, de la culture, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on trouve, ça c'est bien, ça va me valoriser. Et en fait, ça a besoin, pour être nourri, de résultats, de reconnaissance. Ça a besoin aussi d'encouragement parfois. Prenons deux jeunes qui ont 12 ans. Ils sont devant la télévision, ils voient Roland Garros avec passion. Toute une semaine, 2 semaines. Et après 2 semaines, ils jouent déjà au tennis. Ils se disent, on va devenir des champions. Ok? Et ils se donnent des défis de devenir des champions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 3 ans, suivre des cours, se former. Et à 15 ans, ils jouent vraiment bien et ils rentrent en compétition. L'un a un tempérament de dépassement de soi, de la compétition. Ça fait partie de lui, le dépassement de soi. Il est dans ses motivations intrinsèques. Ça fait partie de lui. Il va peut-être avoir plein d'échecs. Ça ne le dérange pas. Non, on va dire, Louis joue mieux que moi, il a un bon revers, il faut que je l'apprenne, etc. Et il ne va jamais se décourager. Il va toujours vouloir aller de l'avant. Et l'autre gamin qui est à côté, lui, en fait,
il veut gagner, il veut absolument gagner, et il faut que les parents soient le long du cours pour l'encourager, il faut que quand il gagne un match, il faut que, voilà, qu'il soit mis en avant, etc. C'est très différent. Donc celui-là, lorsqu'il n'a pas les bons résultats, petit à petit, il va lâcher, il va petit à petit se dire au fond, je vais arrêter. Donc la grande différence entre des motivations intrinsèques qui sont durables, pénétrables, qui nous donnent du plaisir, et les motivations extrinsèques, qui sont aussi des moteurs, mais qui ont leurs limites. Apprendre à découvrir ça en soi, c'est quand même très précieux pour pouvoir orienter nos vies, pour pouvoir aussi découvrir ces ressources que nous avons. Et le troisième, c'est lorsque le numéro 2 est poussé à l'extrême. Et j'ai entendu vos témoignages. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'hyper-investissement émotionnel. On en voit énormément en France. Moi qui suis du nord de la Belgique, en fait, en France, il y a deux choses qui plombent un peu la France dans le fait de, soit d'entreprendre, soit de faire les choses. La première, c'est que l'échec n'est pas permis en France. Lorsqu'on est dans l'échec, on a un peu vu différemment. Et comme l'échec n'est pas permis, ça entraîne un deuxième surinvestissement, qui est lequel? C'est que beaucoup de gens veulent tout de suite être parfaits. L'échec est pas bon. Et alors ils misent tout, ils font un travail fou pour être meilleur, pour être le meilleur, pour s'investir. Et lorsqu'on est dans ce hyper-investissement, souvent, en fait, on dépasse ses capacités. Et on est très bloqué sur le résultat. On a besoin de reconnaissance. Et vous avez beau en donner, c'est jamais assez. Hein? C'est ce qui crée les burn-out. Tous les burn-out, 90% des burn-out sont à l'origine d'hyper-investissement émotionnel. On a fait des études importantes sur 7000 salariés en 2011, aussi bien en Belgique, au Canada, en Suisse et en France. Et la France, elle est le recordman du monde par rapport à cette notion d'hyper-investissement émotionnel. Et donc, ce sont des cultures qu'on doit changer pour, au contraire, être beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert. Et c'est ce qui m'arrive maintenant à vous parler du meilleur. Le meilleur, c'est quoi? C'est ce qui va suivre. C'est le néocortex préfrontal. Cette partie du cerveau qui va se développer jusqu'à l'âge de 25 ans, grosso modo, sur le plan biologique. C'est cette capacité fabuleuse que nous avons tous de créer, d'inventer, de nous adapter. Et c'est pour ça que je parle d'intelligence adaptative, parce que nous sommes dans un monde qui change à une vitesse telle, rien à voir avec nos ancêtres. Nos ancêtres, entre la naissance et la mort, il y avait très peu de changements. Les outils étaient les mêmes. On répétait ce que papa et maman faisaient pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, ça va à une vitesse qu'on n'imagine pas. Et c'est là que le néocortex préfrontal, qui est une capacité que nous avons tous, peut être développée de façon évidente. Et c'est comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, très rapidement, voilà, d'un côté, c'est pour ça que je vous dis aussi, on a beaucoup parlé de cerveau droit, cerveau gauche depuis des années, des décennies. Aujourd'hui, je change la façon de voir, il y a l'avant et l'arrière. Et les deux sont précieux. L'arrière, c'est notre côté créature, avec nos connaissances, nos savoirs, nos compétences qu'on utilise tous les jours. Et l'avant, c'est pour avancer, pour apprendre, pour découvrir, pour avoir de l'intuition, pour nuancer les choses. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, il y a une grande différence entre les deux, et c'est pas l'un qui est bon et l'autre qui est mauvais, non. Les deux sont utiles, et on va voir pourquoi. Alors, quels sont... Alors, bien sûr, il nous arrive de rester vraiment dans nos zones de confort, nos automatismes, et pas de passer de l'autre côté, pour s'adapter, pour au contraire pouvoir rebondir. Lorsqu'on reste dans nos fonctionnements de créature, il y a des situations où ça ne marche pas. Alors, comment tout ça fonctionne? Je vais vous donner les 6 clés de l'intelligence adaptative de ce qu'on appelle le cortex, le néocortex préfrontal. Alors, l'intelligence acquise, c'est notre zone de confort. On en a parlé tout à l'heure. Ce sont nos modes automatiques, le connu, le maîtrisé, et il fonctionne avec 6 dimensions. Il est routinier, il a des habitudes, tant mieux, face au feu rouge, il faut bien avoir. Ok? Il est rigide, c'est-à-dire persévérant. C'est comme ça et c'est pas autrement. Face à un feu rouge, il vaut mieux être rigide.
Si vous êtes pharmacien, il vaut mieux faire de la postologie exacte. Si vous avez une usine de production, il vaut mieux mettre les bons produits aux bons endroits. Donc, ce n'est ni bien ni mal. C'est que la rigidité nécessaire parfois, c'est la simplification. C'est noir, c'est blanc, c'est bon, c'est mauvais, c'est rouge, c'est vert. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, il a des certitudes, des connaissances. Et donc, il s'assied sur les connaissances qui s'inspirent et qui se nourrissent par l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience. Et à côté de ça, il est aussi très sensible à l'image sociale. Donc, cette partie du cerveau va décider avec cette dimension-là. Et l'image sociale, c'est quoi? C'est le regard de l'autre. Combien de décisions ne prenons-nous pas en fonction du regard de l'autre? Et donc, voilà, plutôt que d'être très personnel. Donc, on se rend bien compte que cette intelligence acquise, elle nous est utile tous les jours des milliers de fois, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et c'est là qu'on va découvrir les qualités du cortex préfrontal que, depuis la petite enfance, il est nécessaire de faire. Alors, j'ai créé 2 associations, une en Belgique, une en France, où on forme des milliers d'enseignants à ça, avec des changements incroyables dans les écoles, incroyables dans la notion d'enseigner, dans la notion même de se gérer soi-même pour les professeurs, parce que c'est pas le métier le plus facile aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Donc, l'intelligence adaptative, mode adaptatif, lui, il est à l'aise avec l'inconnu. En fait, cette partie du cerveau, elle fonctionne avec plaisir lorsque, voilà, vous aimez quelque chose, vous aimez découvrir, c'est par là qu'on apprend aussi. L'apprentissage passe par là. Et il a 6 caractéristiques qui sont, comme vous le voyez, à l'opposé du mode automatique, mais en même temps complémentaires. C'est pas l'un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Il n'y a pas intérêt à être curieux face à Flo, je ne serai plus dans la salle, d'accord? Donc, tout est là pour précisément nous adapter aux situations nouvelles. La curiosité à la place de la routine, la souplesse à partir de la rigidité. Alors, je m'arrête un peu sur la curiosité parce que j'adore l'éducation des enfants. Un enfant, lorsqu'il naît, lorsqu'il est tout petit, a-t-il ces 6 dimensions dans son cerveau? Ben, il les a pas encore développées. Par contre, il est curieux. Il n'y a pas plus curieux qu'un enfant. On ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle les enfants emmagasinent des choses. C'est phénoménal. Et c'est pour ça qu'à partir de l'âge de 3, 4, 5 ans, ils vous bombardent pourquoi maman, pourquoi papa. Et il est important de répondre aux enfants. Et pas de dire, tu verras ça plus tard, j'ai pas le temps, etc. Les enfants sont des éponges à apprendre. C'est très important. Et alors, la meilleure chose à faire, d'ailleurs, c'est la même chose dans les entreprises, lorsqu'ils vous posent des questions, il est parfois intéressant de lui demander, tiens, mais et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et vous verrez l'enfant faire ça. Parce qu'il n'a pas la réponse. Et puis il va vous donner une réponse erronée, mais c'est pas grave. L'important, c'est que pendant ces 4-5 secondes, son imaginaire va créer des nouveaux circuits neuronaux entre le mode préfrontal et le mode automatique. Sachez, la neuroplasticité nous le montre aujourd'hui, vous créez tous les jours des milliers de nouveaux circuits. Donc votre cerveau de ce matin ne sera pas le même demain matin. Et ça, c'est fabuleux, c'est une chance énorme pour l'humanité, c'est de savoir que tout peut changer très très vite. Alors, je vais plus vite puisqu'on m'a demandé de gagner du temps, alors je le fais. Voilà. Alors, par rapport à ça, la souplesse. La souplesse, c'est quoi? C'est savoir accepter des choses qui parfois nous dérangent. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on se résigne, mais accepter, c'est la chose est là. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que si je ne peux pas la voir, je ne vais pas pouvoir la gérer ni la traiter. Donc en un mot, lorsqu'on est devant l'inconnu et le non maîtrisé, c'est ouvrir son champ de vision, c'est être curieux, c'est être souple. Et c'est ce qui va engendrer le traitement de l'information. On est plus nuancé, c'est pas bien ou mal. Vous savez, il y a des situations. Il y a des situations où parfois la prise de recul ou la nuance permet de voir les choses totalement différentes. Des grandes inventions, des grands changements sont parfois opérés à cause de cette capacité qu'on a de nuancer, de ne pas voir blanc ou des avantages, inconvénients. Donc, il y a plein de façons de faire pour précisément développer ce cortex préfrontal.
préfrontale, et donc la nuance et la relativité vont nous y amener. Lorsque vous avez des grandes décisions à prendre, c'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, laissez passer une nuit, ne prenez pas votre décision tout de suite, attendez le lendemain, parce que pendant la nuit, votre cortex préfrontal, il va revisiter tout ce que vous avez vécu. Et ce dicton français, la nuit porte conseil, est très important. Vous êtes tous un jour levés avec les solutions de la veille. Tous. Personne ne peut nier ça. Eh bien, ça, c'est le fruit de votre travail, du travail du néocortex préfrontal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comprendre tout ça nous permet, au contraire, de créer le bonheur au travail. Je travaille beaucoup pour la fabrique Spinoza, etc. Je donne beaucoup de conférences dans ce domaine, à peu près 130 par an, pour vraiment sensibiliser les gens dans les entreprises, dans les associations, dans les fédérations, dans les écoles, à prendre conscience du phénomène du potentiel que nous avons tous à développer ces qualités-là. Alors, lorsqu'on est dans cet état-là, curiosité sous pression, qu'est-ce qu'on est dans une toute autre posture pour aborder les choses. On est serein. La sérénité va apporter l'intuition, va apporter la réflexion intelligente pour prendre des décisions intelligentes. Et c'est là qu'on pourra les assumer. Si je vous parle de tout ça maintenant, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que notre monde, et c'est pour ça qu'il faut savoir basculer. Tous les jours, vous le faites des centaines de fois sans vous en rendre compte, vous utilisez votre préfrontal tous les jours. Mais parfois, on reste un peu bloqué à l'arrière et ça pose des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un monde complexe? Dans un monde de plus en plus complexe, si on en veut toujours à revenir à ses routines, à ses habitudes, eh bien, l'arrière du cerveau, il va s'affoler. Et ça va créer quoi? Ça va créer du stress. Ok? Alors que, face à la complexité, si vous êtes curieux, vous posez des questions, ça va entraîner de la sérénité. Ah, tiens, intéressant. Et face à la volatilité, les choses changent. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai demain. Eh bien, face à la volatilité, si on est rigide, le cerveau arrière va s'affoler, va créer du stress. Et la même chose pour la souplesse. Et on continue. L'ambiguïté, le monde est ambigu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, lorsqu'on veut être dans la simplification, on s'affole et on s'apaise dans la nuance. Et la même chose pour l'incertitude. Si on veut que tout soit toujours certain, de nouveau, affolement et apaisé. Ce qui entraîne quoi? Et c'est pour ça que je vais vous parler du stress d'une autre façon aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment prendre conscience et prendre, je dirais, votre destinée en main. Lorsqu'on est dans ce sens-là, l'empirisme et la réflexion entraînent des pensées et des décisions qui nous amènent à faire des actions. Et lorsqu'on est stressé, alors là je vous le dis, lorsqu'on est stressé, on le voit en IRM, lorsqu'on est stressé, le cortex préfrontal il est plat. Ça veut dire que lorsqu'on est stressé, on est à l'arrière du cerveau et on n'est pas du tout inventif, pas du tout adaptatif, et c'est ce qui entraîne des décisions parfois un peu nulles, alors que de l'autre côté, on peut prendre des décisions intelligentes. Ah, le stress, j'y reviens, le stress, c'est quoi? Alors, le stress existe, donc je vous ai parlé tout à l'heure du stress physiologique qui est naturel, heureusement qu'il existe. Là, je vous parle du stress psychosocial. Alors là, c'est moins drôle, parce que lui, il naît dès l'instant où il n'y a pas de bascule. Alors, je regarde l'heure, parce que je voulais vous faire un tout petit exercice, mais je vais le faire avec vous avant. C'est toujours très rapide. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, mon fils, il n'est jamais prêt à 7h30 pour partir à l'école. Ça va, et ça m'énerve. Ça fait des années qu'il faut que je gueule dans l'escalier pour que Vincent descende. Non, mais c'est pas possible. Ok, vous sentez mon émotion de colère, d'énervement. Eh bien, il faut savoir que toutes nos émotions ont une racine. Et c'est la racine qu'il faut toucher. Et vous savez pourquoi ça m'énerve? C'est parce qu'il est lent. Il est lent. Moi, j'aime bien les gens rapides, efficaces. Que ce soit au boulot, j'aime bien les gens rapides, efficaces. Lui, il prend 20 minutes pour s'habiller. Non, mais il change de pantalon, il regarde ses baskets, et puis 5 minutes pour se coiffer avec du gel. Ah, moi, ça m'énerve, moi. Un garçon, ça s'habille en 3 minutes. Dans ma
ma conception à moi. Okay? Donc, voilà, je suis dans l'émotion de colère. Ou alors, c'est pas vrai, quoi, 7h30, il n'est pas prêt, le gars. C'est pas possible, on va arriver en retard à l'école. Il n'a pas encore mangé. Vous voyez, l'émotion, l'angoisse, on va arriver en retard à l'école, quoi. C'est irrespectueux. Okay. Vous voyez, donc la racine est toute différente et ça provoque un autre type de stress, ou alors, c'est tous les jours la même chose. Pas possible. 7h30, ce gamin, il n'en fera rien, ce gamin, il ne va jamais trouver un boulot. Il est irresponsable. Ok? Je suis démotivé. Donc, ce que je veux vous dire par là, en général, qu'est-ce que je fais quand on a un peu plus de temps? Je vous demande de penser à une situation qui vous met dans un état comme ça. Ça peut être, tous les dimanches, je fais mon dimanche, je dois aller manger chez ma belle-mère. Ou ça peut être le chef de pipi dans le salon. Ou ça peut être le collaborateur qui est toujours en retard. Le collaborateur qui me rend toujours des trucs qu'il faut tout revoir parce que c'est torché. Bon, voilà. Voilà. Et donc, en général, je vous demande à tous, vous pouvez le faire chez vous, de trouver une situation, de mettre l'émotion derrière et essayer de trouver la racine. On va voir tout à l'heure les nombreuses racines que nous avons tous à partir de nos croyances, de nos certitudes, toutes ces antivaleurs. On a tous des valeurs, tant mieux. Nous avons aussi des antivaleurs. Et nos antivaleurs peuvent jouer depuis d'un tour. On va les découvrir tout à l'heure. Et alors, en général, ce que je fais, c'est que je demande de trouver 5 avantages à celui qui n'est jamais prêt à l'école. Eh oui, il y a plein d'avantages. Et alors là, vous êtes obligé de changer de regard sur la chose. Mais, par exemple, l'avantage, c'est que c'est un gamin délicieux. Il est cool, il est gentil comme tout. Lui. Alors que son frère, il est toujours agité là. Il faut le suivre, c'est pas évident. Donc, on peut trouver des avantages à tout ce qui nous énerve, à tout ce qui nous angoisse, et même en dépassant les limites, en étant farfelu. Quand on serait Mandela, quand on serait un martien, il est à ma place. Qu'est-ce que... Voilà, se mettre dans les égères de quelqu'un d'autre pour aborder les problèmes qui nous font réagir. Et c'est là que penserait un chirurgien alors qu'il est en train d'opérer du cœur. La rapidité, l'efficacité, c'est pas tellement ce qu'on lui demande. On lui demande plutôt de l'attention, etc. Donc, c'est savoir se mettre, voir les choses avec un autre regard. Et c'est pour ça que je vous présente la deuxième partie du stress. Voilà. Alors, le phénomène est le même dans notre cerveau. D'un côté, le stress physiologique, il est tout à fait utile, sans quoi on serait déjà mort. Alors que de l'autre côté, le stress psychosocial, qui est provoqué par la fuite, c'est-à-dire l'angoisse, l'anxiété, l'énervement, le découragement, les circuits sont les mêmes dans notre cerveau, mais le danger n'est plus le même. Et c'est ce danger qu'on doit travailler. Comment va-t-on travailler ce danger? Eh bien, on va le découvrir. Ce danger, il est notre façon de penser, il est nos croyances, nos certitudes. Et donc, face aux 5 à 6 000 situations que nous voyons tous les jours, il y a des milliers de décisions que nous prenons avec notre mode automatique. Et c'est très bien comme ça. Face au feu rouge, face à plein de choses, c'est très rapide, c'est efficace. Seulement, lorsque, dans ce que vous allez rencontrer, il y a un tant soit peu de complexité, un tant soit peu d'inconnu, ça peut être du numérique, ça peut être une relation différente, c'est le grain de sable, vous savez. Et le grain de sable, si on ne le gère pas en passant en mode adaptatif, eh bien, on va stresser. Alors, pourquoi? Voilà le mécanisme. Lorsqu'on est dans une situation complexe et qu'on veut tout résoudre avec ce qu'on connaît, je connais, j'ai déjà fait, ça a toujours marché comme ça marchera encore comme ça, etc. Tous ces discours, vous savez, qui nous plombent, qui plombent des conseils, qui plombent des réunions, on a déjà fait, c'est pas la peine, voilà. Et tout se passe parce qu'on est resté là-dedans. Le stress. Et donc le stress est quoi? Le stress, ça c'est fabuleux, est en fait le signal d'alarme que notre corps nous donne à nous-mêmes pour qu'on réfléchisse à ce qu'on doit changer.
Ça veut dire que nous avons tous notre gyrophare intérieur, on a notre Jiminy Cricket interne, Pinocchio, qui nous rappelle qu'il y a peut-être quelque chose d'important. Tous les stress, je parle bien des stress psychosociaux, pas des stress physiologiques, les stress psychosociaux sont le petit avertissement que notre corps nous donne pour se dire qu'il y a peut-être bien quelque chose à changer. Et c'est fabuleux, parce qu'on n'a pas besoin de l'autre, on a pouvoir faire de l'introspection. C'est pour ça que les enfants, dès la petite enfance, savoir nommer des émotions, savoir les dire, savoir les exprimer en groupe, seul, avec ses parents, soi-même, avec son conjoint, c'est capital, parce que lorsqu'on peut exprimer ses émotions, on peut aller à la racine. Et c'est ce que je vais vous montrer, parce que lorsqu'on va à la racine et qu'on travaille dessus, eh bien voilà ce qui se passe. On va prendre en compte ce signal d'alarme. Et on va mobiliser le cortex préfrontal. Et c'est ainsi qu'on va redécouvrir, voilà, une autre façon de faire. Vous êtes demain dans les embouteillages, vous allez rater un rendez-vous important. Mais vous êtes coincé, c'est pas possible autrement. Vous allez vous énerver, vous agacer. C'est pas le bon conseil. Pensez simplement, tiens, je vais trouver un avantage. Je vais peut-être écouter la radio. Peu importe, je vais faire quelque chose, et rien que ça, vous allez changer l'état d'esprit, et votre intuition va vous dire ce qu'il faut faire. Peut-être, mais tiens, je vais téléphoner à Henri, parce qu'il pourrait me remplacer, je pourrais faire ceci, je pourrais faire ça. Alors que quand on est en stress, on est complètement bloqué, on est collé dans la colle, on est le nez dans le guidon. Et c'est pour ça que comprendre la notion du stress, savoir la gérer, savoir déployer cette notion d'un avantage suffit. Je connais plein de gens qui aujourd'hui le font, un avantage. Ça change le regard sur la chose. Je ne dis pas que vous avez la solution. En général, les gens qui disent, moi je sais quand j'aurai la solution. Mais ça ne marche pas. C'est quand je suis serein que la solution va apparaître. Wow! Comment est-ce qu'on travaille la sérénité? Eh bien, comment? Eh bien, il y a des moyens pour ça. Et c'est pour ça que ce fameux triangle émotion, pensée, comportement, ils sont tous les trois très liés. Et le cerveau a un grand rôle là-dedans. Alors, lorsque vos émotions sont du type stress, ok, c'est un signal d'alarme. Comment faire de ce signal d'alarme un allié? Se faire de son stress un allié pour changer. Eh bien, lorsqu'on a des émotions de ce type, forcément on a des pensées qui sont soit instables, incohérentes, des croyances, des valeurs exacerbées. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, ce qui va entraîner la stress à vie. Je vais prendre un exemple. Je suis chef de projet dans une grande entreprise et j'ai 4 collaborateurs qui sont aussi chefs de projet, mais c'est moi qui les dirige. Et tous les lundis matins à 9h, on fait le débriefing sur ce qu'on a fait la semaine passée et on planifie notre semaine à 9h. Et Bernard est toujours un quart d'heure en retard. Et alors là, ça m'énerve. C'est pas possible. Il n'y a pas plus énervant. On ne peut pas commencer la réunion parce que alors, quand Bernard arrive, c'est la petite tasse de café, ça va les amis. Alors là, ça me gonfle, quoi. Je suis excessivement stressant par rapport au retard de Bernard. Mais mon voisin, qui est à côté de moi, il est super cool. Et il me dit toujours, mais Pierre, comment ça me va? Mais non, c'est pas possible, etc. Je te dis, comment ça me va? Tu vas voir, la semaine prochaine, il arrive à 9h10, puis 9h05, puis 9h. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Qui a raison? Celui qui est serein, celui qui voit les choses autrement. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'il faut découvrir ses racines, les racines. Et je vais vous montrer quelques exemples. Alors, ça c'est la formule magique. Le stress, qui est un inhibiteur de l'intelligence adaptative. Donc, ça je vous le dis, quand on stresse, notre intelligence n'est pas du tout adaptée. On n'est pas là dans la créativité, dans l'innovation, dans le plan, mais c'est pas vrai. Alors, il dépend de 3 facteurs. Le stresseur, le stresseur pour moi, c'est Bernard qui arrive en retard. Ok? Alors, le stresseur, c'est 50, et ma stressabilité, c'est de 100. 100 fois 50, ça fait beaucoup de stress.
Alors que mon voisin, le stresseur est toujours de 50, et lui, sa stressabilité, c'est 0. Et 0 fois 50, ça fait 0 stress. Il va pouvoir gérer les choses. Donc, nous devons travailler sur nous. Les causes sont internes. Et prendre conscience de l'origine des choses, c'est fabuleux. Alors, je vous montre, voilà une liste tout à fait non exhaustive de valeurs. On a tous des valeurs, et tant mieux. Ça donne du peps à la vie, ça nous donne un guideline dans ce qu'on fait. Le problème, c'est pas nos valeurs. Le problème, c'est d'avoir l'antivaleur correspondante. Parce que lorsqu'on a l'antivaleur correspondante, notre valeur, elle vaut 0. Je prends l'exemple. J'adore le respect. Voilà, moi j'aime bien que tout. L'irrespect, ça me met en colère. Voilà. Donc, face à l'irrespect, je vais engueuler les gens, je vais devenir irrespectueux. Voilà. Je suis ce que je n'aime pas. Hein? Je suis généreux. Mais alors, les égoïstes, je ne veux pas les voir. Je vous assure que vous ne serez pas généreux longtemps. Okay? Parce que dans un autre, on rencontre des égoïstes. Ils disent pas merci. Bon, c'est pas grave. On est généreux quand même. On ne va pas perdre cette valeur pour autant. Et juste un exemple, mon exemple, en 93, je venais de construire un gigantesque dépôt, 48 000 m², 56 000 palettes, 30 quais de chargement. On travaillait en 3-8. On livrait du mobilier de bureau sur toute la route de Moscou jusqu'à Dublin avec 2500 revendeurs. Ok? Et un matin à 7 heures, je vais voir les chauffeurs. Parce que j'adorais aller voir rencontrer les gens. Mais moi, j'ai une valeur qui s'appelle l'efficacité et j'avais une autre valeur qui s'appelle l'inefficacité. Alors, je la voyais à 200 mètres à la ronde. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs ici qui sentent la chose, mais moi, je voyais à 200 mètres à la ronde tout ce qui n'allait pas. Et là, c'était inefficace. Et là, le stress était en moi. Et un matin, à 7 heures, je vais voir les chauffeurs. Les chauffeurs qui chargeaient les camions. Alors, les camions, et un certain moment, je dis bonjour, et j'en vois deux, là, le chauffeur et le convoyeur, qui semblent, les Anglais, ça veut dire attacher un meuble de bureau dans le camion. Et je vois leur nœud, un nœud genre nœud Noël, un truc qui ne va pas tenir 3 tournants. Et c'est un meuble de direction qui coûte très cher. Déjà, je vois ça. Je passe d'abord en stress, en stress de gêne, d'angoisse. Je vois déjà le meuble tomber. Et alors, je sais ce que ça coûte. Il faut retourner chez les clients, on peut jeter à la poubelle, etc., etc. Je vois ça et je passe en stress de fuite. Et en général, si on reste dans ce stress-là, vous savez ce qu'on fait? On passe devant sans rien dire, en espérant que tout aille bien. Résultat, c'est deuxième type de stress. Là, c'est la colère, l'agressivité. Alors là, je les agresse. Alors forcément, le lieu est refait, mais l'ambiance est plutôt mauvaise. Et alors là, vous plombez votre entreprise parce que vous mettez un stress pas possible et il n'y a pas de conscience professionnelle qui s'établit. Et le troisième, c'est la démotivation. Vous voyez le truc. Et là, on s'appuie sur le web. Ils en sont là. Et alors, vous voyez déjà la faillite. Vous voyez déjà les sous-passions. Et là, pendant la journée, ça se passe très mal. On est dans son bureau et on n'a pas vraiment le peps. Ce jour-là, en 93, j'ai pris conscience que mon horreur de l'inefficacité me rendait l'homme le plus inefficace dans mon entreprise par rapport à l'inefficacité des autres. Parce que quand on stresse, on est nul pour changer les situations. Et donc j'ai fait un petit coaching d'1h30 avec Jacques Fradin à l'époque, qui est toujours directeur de recherche. Il m'a fait faire travailler sur tous les avantages de l'inefficacité et les inconvénients de l'efficacité. Voilà, ça prend du temps. Il faut en trouver 15 de chaque. Je vous assure que, waouh, l'efficacité, les inconvénients de l'efficacité, il n'y en a pas. Et quand il vous oblige à travailler, et c'est là qu'il faut changer le regard. L'efficacité, imaginez quelqu'un de super efficace, qui ne voit que ça. L'humain, il s'en fout. Ben
ben, ça fait une catastrophe. Ce sont des gens qui ont des coups gros comme ça, ils savent tout. C'est des gens qui vous écartent pour dire je vais le faire à ta place, ça va plus vite. Mais en attendant, ils n'apprennent rien, et vous ne faites pas votre boulot, etc., etc. Et donc, j'ai fait ce travail pour vraiment changer ma façon de voir. Et c'est là que j'ai vu, au fond, l'efficacité. L'efficacité, c'était pas noir ou blanc. Et il m'a dit, pour te guérir, j'avais fait un gros travail, pendant ce travail de 50 minutes, j'ai créé des nouveaux circuits neuronaux entre l'avant et l'arrière. On a fait ça avec les pilotes de chasse pendant 4 ans à Cognac, avec des résultats incroyables sur 14 heures d'exercice, avec des améliorations de 700% d'amélioration en 14 heures d'exercice. C'est colossal ce que le cerveau est capable de faire en peu de temps. Et ça, c'est pour moi, c'est pour l'avenir, c'est extraordinaire de l'humanité. Comment va-t-on s'en sortir si on ne travaille pas sur nous? Voilà. Et donc, je vais terminer avec ça parce que je crois que le temps passe et je vais peut-être vous parler de l'intelligence adaptative. Et ce que j'ai voulu vous montrer à partir de là, je vais le synthétiser avec cette bouteille. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui change très vite et on sait que le contenu, c'est l'eau qui est là-dedans. Le contenu, c'est apprendre. Aujourd'hui, on est obligé d'apprendre des nouvelles choses. On est tout le temps en formation continue. On doit remettre en question ces anciennes pratiques. Et donc, on apprend. Pour apprendre, on apprend des nouvelles choses. Et on en retire des anciennes qui sont devenues inutiles. Ok? Alors, ça c'est le contenu, c'est intéressant. Mais si vous engagez quelqu'un rien que sur son contenu et ses compétences et ses diplômes, ça peut parfois poser problème parce que le contenant est important. Et le contenant, là j'ai beaucoup de choses en main. Voilà. Le contenant, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise, tous les RH que je rencontre, ils disent les soft skills, ça a beaucoup d'importance, le savoir-être. Moi, j'ai besoin de gens qui sont stables, qui sont intéressés, qui sont curieux, qui savent vivre ensemble, plutôt que des grosses têtes qui n'ont que leur idée à eux. Et aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'importance dans les entreprises. Et pourtant, quand on voit les statistiques, il n'y a que 20 à 27% d'entreprises qui font de la formation en soft skills de leurs employés, de leurs salariés. Alors que c'est capital. Et ces soft skills, alors je prends l'exemple de la bouteille, on a tous des intelligences, on a tous des intelligences acquises, très bien, et nous sommes en Dieu ça vaut. La seule différence, c'est que lorsqu'on a là-dedans des fausses croyances et des idées, lorsque là-dedans nous avons des antivaleurs, lorsque la situation se présente, voilà ce qui se passe. C'est qu'on stresse. Quand vous voyez quelqu'un stressé, que se passe-t-il? Voilà, on va fermer le bouchon. Voilà ce qui lui reste en intelligence adaptative. Mais parfois beaucoup moins. Ça veut dire que lorsqu'on stresse, on n'est pas bon pour prendre des décisions. Il vaut mieux attendre, il vaut mieux faire un petit exercice pour prendre du recul, voir les choses. Et c'est pas simplement en respirant, c'est bon, ça fait du bien. Mais de tout, il faut aller à la racine des problèmes. Et si on ne change pas la racine des problèmes, le problème revient le lendemain. Et donc, je voulais simplement vous montrer ça, qui représente que le stress empêche nos contenants de se développer, de s'ouvrir, de devenir, le savoir-être qui s'épanouit, alors qu'on fasse de la méditation, qu'on fasse du yoga, qu'on fasse de la sophrologie. Tout ça aide. Mais il faut faire aussi un travail sur soi pour aller à la cause de nos stress et de nos problématiques. Et je vais terminer là-dessus, et ceux qui sont intéressés, nous sommes directeurs de collection chez Erol. Si vous voulez avoir cette présentation en PDF, il suffit de donner votre carte de visite, je vous envoie ça en quelques jours. Tout ça est disponible, rien n'est fermé, tout est en open source. Et j'ai quelques livres avec moi, j'en ai pas beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin, il suffira d'aller sur les différents sites. Vous avez mon site personnel avec un TEDx, avec des conférences. Et le plus intéressant, c'est la chaîne web vidéo. Vous avez à peu près 40 webinaires
qui explique le bon monde, qui explique tout ce qui est le comportement humain. Et j'espère avoir fait ma conférence dans les temps voulus. En tout cas, je vous remercie et je suis à votre disposition. Merci beaucoup.